Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'écrire une application de caméra de surveillance. Pour ça, on va partir d'un des tutoriels que je vous avais proposé sur la détection de mouvement et on va voir comment compléter ce programme. Pour être plus précis, il va falloir récupérer ce tutoriel, voilà, parce qu'il y en a plusieurs sur la détection de mouvement. Là, je vais utiliser celui-là, donc le pouvoir de détecter les mouvements. Il suffit d'aller sur mon GitHub, de récupérer le code. Donc regardez cette vidéo avant si vous ne connaissez pas cette méthode, puisque je ne vais pas la réexpliquer ici, puisque je l'ai déjà fait. Il suffira juste de regarder la vidéo, récupérer le code, et c'est ce code que je vais compléter. Voilà ce que je vous propose. Donc déjà, on va créer un mode local ou un mode global. Lorsqu'on fait de la détection de mouvement, on peut soit vouloir regarder l'image de façon globale et compter le nombre de pixels qui a été modifié, et donc déclencher une alarme si on dépasse un certain seuil, soit vouloir regarder les choses en local, donc regarder la taille des objets, en fait la surface des objets localement, et là on déclenchera l'alarme si l'objet dépasse une certaine surface. Ensuite, on va créer un bandeau sous l'image qui va nous afficher l'historique du nombre de pixels qui a bougé. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble, c'est pas évident à expliquer, mais ça va permettre de faciliter le réglage des seuils. Et enfin, et c'est logique, on va vouloir, lorsqu'il y a une détection de mouvement, faire un enregistrement. Alors on ne va pas enregistrer image par image, on va créer une vidéo à partir d'une liste d'images, donc on va voir comment faire ça avec OpenCV. Voilà une partie du code donc, qui a été modifiée. Alors, j'ai une variable mode qui, lorsqu'elle va être à 0, correspondra au mode local et lorsqu'elle sera à 1, on sera sur le mode global. Pour ce qui est du mode global, les choses sont relativement simples. J'ai juste à compter le nombre de pixels qui sont blancs dans le masque. Donc pour ça, on a une fonction dans la librairie NumPy qui s'appelle sum, donc qui va me faire juste la somme de tous les pixels, en fait, de tous les éléments du tableau qui sont passés. Donc là, je vais lui donner mon masque. On va demander donc à cette librairie de faire la somme et on va diviser bien sûr par 255. Donc là, on obtient un nombre de pixels et il suffit juste de regarder si le nombre de pixels dépasse un certain seuil. Alors là, j'ai mis un seuil assez élevé, j'ai mis 5000 pixels, donc c'est assez élevé. Je l'ai mis assez élevé juste pour qu'on voit la différence, mais ensuite vous pourrez faire bien sûr votre réglage. Et si on dépasse donc ce seuil, je mets une variable ici, alarme à 1. On verra ce qu'on en fait tout à l'heure. On a ensuite le mode global. Alors, on est ici. Alors déjà, ce que je fais, c'est que je vais utiliser cette fonction que j'ai utilisée assez souvent, qui permet de rajouter des pixels tout autour d'éléments qui sont dans un masque. Le problème ici, c'est que si l'on regarde tous les éléments un à un, on risque d'avoir des petits pixels à droite et à gauche et on ne va pas vraiment avoir de forme, on va avoir une multitude de petits objets. Donc pour éviter ça, on va déjà faire appel à cette fonction. Et ensuite, comme assez souvent, ça c'est une fonction que j'ai très souvent utilisée, il faut vraiment la connaître. Find contour, on lui donne un masque et cette fonction va nous renvoyer donc un grand tableau avec toutes les formes qui sont dans l'image qu'on lui donne ici. Une fois que l'on a toutes ces formes, une fois que l'on a tous ces contours, on l'a vu, on a accès à plein de fonctions dans OpenCV pour calculer des périmètres, pour calculer des surfaces. On peut demander à OpenCV d'entourer ces formes d'un rectangle, d'un cercle. Là, ce que je vais voir, c'est si les objets en local dépassent une certaine taille, dépasse une certaine surface, et si elle dépasse cette surface, alors je déclencherai une alarme. Pour ça, on va faire appel à la fonction contour area. Donc là, c'est cette fonction qui nous renvoie une surface lorsqu'on lui donne un contour, donc les contours qui nous sont donnés directement par find contour. Et moi, je veux la surface la plus grande. Donc on fait appel à la fonction max, à qui on donne le tableau qui contient tous les contours, toutes nos formes, et on va demander à cette fonction max d'appliquer la fonction contour area, donc qui renvoie une surface. Et du coup, on va avoir, parmi tous les contours qui sont donnés ici,
la forme qui aura la plus grande surface. C'est ce qu'on va récupérer de cette fonction. Alors en fait, on ne récupère pas, pour être exact, la surface elle-même, mais on récupère l'élément là-dedans qui a la plus grande surface. Donc on va récupérer ça dans C. Et une fois qu'on a récupéré ça dans C, alors c'est un peu dommage, mais il faut refaire appel à la fonction contour pour qu'elle nous donne la surface. Et là, on va avoir une surface en pixels. Bien, maintenant qu'on a cette surface, il suffit juste de voir, donc c'est comme tout à l'heure, de voir si on dépasse un certain seuil. Si on dépasse ce seuil, on met la variable alarme à 1. Alors ici, ce que je fais appel à une autre fonction qui est drawContour. On peut demander à OpenCV de détourer le contour. Donc là, il suffit juste de lui donner ici en paramètre. Alors on voit que je donne un tableau parce qu'en fait, on peut lui en donner plusieurs. Il faut lui donner l'image dans laquelle ces contours doivent être dessinés. Il faut lui donner une couleur. Là, ce que je fais, c'est que si on est au-dessus de notre seuil, je vais dessiner les contours en rouge. Sinon, je vais les dessiner en vert. C'est juste pour nous aider à trouver le bon seuil, le bon réglage de seuil. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà, le programme est lancé. Donc, ici... donc par là, on voit que là, on est pour le moment sur le mode global. Donc là, on compte les pixels sur le masque qui est à droite. Et si on dépasse le seuil qui est ici, que l'on peut régler avec P et M, donc en appuyant sur les boutons PM, voilà, on voit qu'on peut modifier le seuil, on va déclencher une alarme ou pas. Ça, c'est le mode global. Pour basculer dans le mode local, il suffit d'appuyer sur O. Donc là, on voit l'effet de la fonction dilate. Et ici, donc on voit ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est le drawContour qui nous dessine le contour ici le plus grand. Là, on voit qu'on reste en vert, donc j'ai mis un seuil assez élevé. On reste en vert, mais si je commence à bouger beaucoup, voilà, on voit que ça passe en rouge. Et donc là, on sait qu'on déclenche l'alarme. Donc voilà pour cette première partie qui est assez simple à mettre en œuvre. Voilà, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. Je vais vous montrer ce que l'on va faire et ensuite on va voir comment on code tout ça. Voilà donc la barre de défilement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est l'historique du nombre de pixels qui a bougé. Donc voilà, quand je bouge, hop, on a du rouge qui apparaît. On a une ligne rouge ici, c'est en fait le seuil que je peux donc modifier avec PM. Voilà, donc je peux le faire monter. Donc on voit que tout ce qui est au-dessous passe en vert. Et tout ce qui est au-dessus donc est au-dessus du seuil et donc va déclencher l'alarme. Donc ça, c'est assez pratique pour faire ces réglages. Ça marche bien sûr aussi bien dans le mode local que dans le mode global. Et on va voir que c'est assez simple à faire en OpenCV. Ce qu'il va me falloir pour faire cette barre de défilement, vous vous en doutez, c'est avoir un historique. Un historique que je vais mettre donc dans un tableau. Ce sont juste les valeurs nombre pixels que je remplis ici au fur et à mesure, que je calcule ici au fur et à mesure selon le mode utilisé. Donc je vais mettre toutes ces valeurs au fur et à mesure dans un tableau que j'ai tout simplement appelé tab. Une fois que l'on a notre tableau, on va utiliser cette fonction de la librairie NumPy qui est bien pratique, qui s'appelle roll, qui en fait fait une rotation sur les valeurs du tableau. Alors comment l'utiliser? C'est simple. On lui donne bien sûr le nom de la variable, le nom du tableau. Donc là on a un exemple. Donc là on a un tableau dans lequel on a mis les valeurs de 0 à 9. Et on fait appel à cette fonction. Ici on va lui indiquer le décalage qui peut être un nombre positif ou un nombre négatif, et selon qu'on lui donne un nombre positif ou négatif, on va faire un décalage vers la droite ou vers la gauche. Donc ici, quand on lui demande de faire un décalage de 2, mais qu'on lui donne un nombre positif, on voit qu'on se décale ici vers la droite. Donc les deux valeurs qui étaient à la fin se retrouvent au début. Par contre, si je donne moins 2, on se décale vers la gauche. Donc les deux valeurs qui sont au début, normalement, se retrouvent à la fin. Voilà, donc on peut lui demander de dérouler les valeurs du tableau dans un sens ou dans l'autre. Je reviens dans mon code. Donc dans mon tableau, je vais avoir toutes mes valeurs et je vais pouvoir faire appel à cette fonction pour décaler. Donc ici, je décale de 1, je décale tout vers la droite. Du coup, la donnée qui est tout au bout du tableau à droite, la dernière donnée, va se retrouver au tout début.
et je vais l'écraser avec la nouvelle valeur de pixels, ici donc dans tab 0. Alors ici, si je divise par 300, c'est juste pour pas avoir un graphe qui soit trop haut, donc c'est juste une mise à l'échelle pour avoir un bandeau relativement fin sous mon image. Bien, maintenant je vais créer un tableau parce que mon image, il va falloir, à chaque fois que je la rafraîchis, il va falloir nettoyer ce bandeau à chaque fois, hein, sinon on va avoir tout l'historique qui va s'ajouter au fur et à mesure. Donc je vais re-remplir mon tableau, c'est ce que permet la fonction full, re-remplir mon tableau de la valeur couleur de fond. Alors c'est un gris assez foncé, vous pourrez bien sûr la changer. Donc je vais remplir le tableau qui a cette géométrie de cette couleur avec ce type. Je n'ai plus qu'à parcourir mon tableau pour dessiner les lignes. Donc pour ça, alors le bandeau sous l'image fait la taille de l'image. Donc ici, je vais parcourir toute la largeur de l'image. Je vais aller chercher les valeurs dans mon tableau et je vais dessiner des lignes verticales avec cv2.line, qui est une des fonctions qui permet de dessiner des formes, géométriques sur une image qu'on lui donne ici en paramètres. Donc on lui donne les coordonnées du point de départ et les coordonnées du point d'arrivée. N'oubliez pas que le point en haut à gauche a pour coordonnées 0, 0 et quand on dessine dans l'image, on est dans les Y négatifs. Ça peut être un peu troublant, mais c'est comme ça. Il faut ensuite lui donner une couleur et il faut lui donner une épaisseur de trait. Ce que je fais ici, je reste avec une épaisseur de 1. Et voilà, c'est tout. Donc avec ces quelques lignes ici. Alors il faut aussi prendre ça pour la rotation des données. On arrive à faire le bandeau que l'on a vu tout à l'heure. Bien, il ne nous manque plus qu'une petite dernière étape, c'est l'enregistrement des fichiers. Donc on va voir comment, avec OpenCV toujours, on peut, à partir d'une suite d'images, créer une vidéo. Avant de voir comment faire, il va falloir prendre en compte un petit problème. Si on enregistre des vidéos uniquement lorsqu'il y a de la détection de mouvement, on va s'apercevoir qu'on va générer énormément de fichiers vidéo parce que si on fait attention, et on peut le voir justement avec la barre de défilement, on va s'apercevoir que on va avoir une personne qui bouge et puis pendant une ou deux images, on peut être au-dessous du seuil, puis on repasse à nouveau au-dessus du seuil et tout ça fait que à la fin, avec une personne qui bouge sur une image, on peut avoir la génération de 10, 20, 30 fichiers, voire plus. On pourrait se dire que ce problème n'est pas très gênant, mais quand vous avez 40 fichiers à regarder pour peut-être une minute de vidéo, ça risque d'être assez pénible à l'exploitation. Donc on va éviter de faire ça, et pour éviter ce problème, en fait, la solution est relativement simple. Ce qu'il faut faire lorsqu'il n'y a plus de mouvement à l'heure qu'il y en a eu avant, c'est continuer d'enregistrer et continuer que l'alarme est encore là. Et il suffit juste de mettre un petit compteur, par exemple de considérer que les 20 images suivantes, les 20 images qui suivent une détection de mouvement, même s'il n'y a pas de détection de mouvement, même si on est au-dessous du seuil, on considère que l'alarme est encore là et elle tombera après donc ces N images. Voilà, donc là on a tout à l'heure on avait mis une variable alarme à 1 lorsqu'on dépassait le seuil, donc soit dans la version globale, soit dans la version locale. Et maintenant, il va falloir traiter cette alarme. Donc, si l'alarme est 1, qu'est-ce que l'on va faire? Alors, ça déjà, c'est juste pour la forme, je vais écrire alarme sur mon image. Mais je vais regarder si cette variable a une valeur ou pas. On va voir de suite pourquoi. Ici, je vais formater le nom du fichier. Alors, c'est pratique. Il est pratique de mettre la date et l'heure dans le nom du fichier. Ça simplifie les recherches. Et on va faire ça avec cette fonction. Voilà cette fonction. Elle est bien pratique parce qu'elle nous permet de demander une date et une heure dans le format qu'on lui précise. Donc si on regarde ici, on a plein de variables accessibles avec %. Par exemple, on a
moi j'ai utilisé grand Y ici qui nous donne l'année complète sur 4 chiffres. On peut avoir l'année avec un petit y sur 2 chiffres. On peut avoir le mois, on peut avoir l'heure, on peut avoir les minutes, par exemple ici les minutes sur des chiffres avec un % grand M. Donc comme ça on va pouvoir formater une heure et une date. Donc c'est ce que je fais dans mon code. Voilà, donc je vais formater le nom du fichier de cette manière. %y, donc c'est l'année, le mois, le jour, heure, minute et seconde. Et .avi, puisque je vais générer un fichier avi. Donc là, je formate le nom du fichier. Une fois que l'on a fait ça, il va falloir faire appel à cette fonction. Cette fonction à qui on va donner le nom du fichier que l'on a créé juste avant. Et on va faire appel à cette fonction qui va contenir les codecs. Alors, il y en a beaucoup, il y a une liste qui est assez grande, qui est accessible sur le site fourcc.org. Vous pourrez regarder. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre ceci. Ça marche bien sous Windows, ça marche sur la plupart des Linux sur lesquels j'ai testé. Donc en général, cette valeur marche bien pour cette fonction. Et il va falloir donner bien sûr une hauteur et une largeur pour notre image. Une fois que l'on a fait appel à cette fonction, on va recevoir ici cette variable et à partir de là, on va pouvoir écrire dans notre fichier vidéo, on va pouvoir écrire toutes les frames au fur et à mesure en faisant tout simplement appel à la fonction write. Alors, quand il n'y a pas d'alarme, quand il y a une alarme, c'est relativement simple. On écrit au fur et à mesure les images. Par contre, on regarde tout de même si on avait déjà un nom de fichier, s'il y a la variable fichier vidéo qui contient déjà quelque chose, c'est qu'on est déjà en train d'écrire, d'écrire dans le fichier. Hein, on l'a déjà créé et on a déjà fait appel à cette fonction. Donc, si c'est non, on crée, sinon on passe directement à write. Quand on n'a pas d'alarme, donc on va regarder justement si on a un fichier qui est déjà en cours d'écriture. Donc cela, ça veut dire qu'on est après un mouvement. Et il va y avoir deux cas. Soit CPT fin mouvement donc est à 0. Et à ce moment-là, on va faire un vidéo release et on va mettre fichier vidéo à non. Comme ça, on sait qu'on a clos le fichier, on l'a fermé. Sinon, on écrit alarme et on l'écrit en orange et on continue donc d'écrire notre vidéo. Là, on est dans alarme égale 0. Hein. Il n'y a plus l'alarme, il n'y a plus de mouvement, mais on est encore un petit peu après. On n'est pas arrivé ici à la fin de notre compteur. Bon, on n'a plus qu'à tester tout ça. Donc voilà, là, on est au-dessus du seuil. Donc là, on voit que alarme est écrit en orange. Donc là, si je ne bouge plus, ça reste encore un moment. Et là, je redéclenche l'alarme. Voilà, ça reste un moment quand je suis en dessous. Mais si je rebouge à nouveau, ça redevient rouge. Et donc là, ça continue d'écrire. On va aller vérifier ce que ça donne dans le bon répertoire. Bon, ça a généré 3 fichiers. Voilà, donc là on me voit en train de bouger. Alors 3 c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être qu'on pourrait ajouter dans le code un compteur un peu plus grand. Je ne sais plus combien j'ai mis 40 images après le dernier mouvement. Peut-être qu'il faudrait augmenter un petit peu ce compteur. Peut-être le passer à 100 en espérant que ça ne fasse pas non plus des fichiers vidéo trop grands. Mais bon, tout ça, c'est du réglage. Voilà pour cette vidéo. Alors avant de clore cette vidéo, je voulais juste faire une petite parenthèse pour parler d'un petit problème que certains m'ont remonté sur le tutoriel dont je suis parti. Une image qui, dans certains cas, clignote. Donc on va voir pourquoi il y a ce phénomène et on va voir quelle est la solution à apporter. Voilà le problème. Donc certains avaient le souci suivant. Donc là, on voit que ça clignote dans le masque, au niveau du masque, quand je bouge. Et ça vient du fait que dans mon wait key, j'ai mis un temps qui est trop petit. Le fait de mettre un temps trop petit dans le wait key fait que on va aller lire l'image en mémoire beaucoup trop rapidement, tellement rapidement que alors, le driver ou la caméra n'a pas le temps de mettre à jour l'image. Du coup, on récupère, je dirais, l'ancienne image ou une image qui n'est pas rafraîchie. Et comme on travaille sur une différence
entre deux images. Si vous faites la différence entre deux images qui sont identiques, forcément, vous aurez une soustraction qui vous donnera 0. Donc, ce qu'il faut dans ce cas, c'est juste réaugmenter le temps qui est dans le wait key. C'est un temps en millisecondes que l'on donne. Il suffit juste de réaugmenter le temps jusqu'à trouver la bonne valeur. Voilà, donc là, je suis passé à 50. Ça clignote encore un peu. Il faudrait que je baisse encore un peu la valeur pour voir ce que ça donne. Je vais essayer 80 millisecondes, ça devrait aller. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux. Maintenant, ça marche correctement. Donc le paramètre, il est ici. C'est sur ce temps qu'il faut jouer pour éviter donc ce phénomène de clignotement. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse le code sur mon GitHub. Le lien est dans la description. Vous le savez, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et donc, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.